défi, c'était un défi personnel, puisqu'il a fallu quand même se mettre en condition pour une aventure humaine qui était importante, mais c'était surtout un défi collectif. C'était celui d'apprendre à marcher ensemble, à souffrir dans certains cas ensemble, à découvrir surtout des choses que nous ne connaissions pas pour la plupart d'entre nous, et surtout apprendre à avancer ensemble, en groupe, en équipe, avec toute la solidarité inhérente au projet. L'objectif, il était double. Il était évidemment de gravir le Mont Blanc, mais de le faire en cohésion avec la réserve. C'est un beau symbole de monter cette aventure en binôme, si je puis dire, un réserviste, un gendarme d'active, au sens large, puisqu'on était un peu plus que ça. Mais c'était ça l'idée, c'est de faire ça en groupe, soudé, cohérent, active réserve. Une aventure humaine, avant tout, une aventure humaine et un dépassement de soi. On a bien entraîné, Eric et moi, on les a bien entraînés, on vous a bien entraînés, hein, et je pense que c'est avant tout une aventure humaine avec un objectif qui n'était pas une finalité, mais là, c'était le Mont Blanc, effectivement. Parce qu'on a travaillé tous ensemble dans le même sens et parce qu'on s'est soutenus, parce qu'on s'est entraînés ensemble. Et voilà, on a réussi à créer une certaine osmose qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et je pense qu'à mon avis, c'est pas fini, ça va rester longtemps dans nos cœurs. Un très bon groupe, ça j'ai vraiment apprécié la cohésion de ce groupe. Je me suis même fait des amis au sein de ce groupe. Donc ça a été vraiment génial. Une bonne expérience déjà humaine. On a été sélectionnés, donc 2 gendarmes réservistes, 2 gendarmes d'active, tout ça encadré par le PGHM de Haute-Savoie pour aller faire cette ascension du Mont Blanc. Et bien entendu avec des missions de prévention, parce que bon, la montagne est un peu prise à la légère et donc on s'est servi de ce cadre-là pour faire des missions de prévention et puis des messages. L'objectif prioritaire, c'était de faire comprendre au public à travers notre histoire que malgré l'entraînement, malgré la connaissance du milieu, etc., c'est pas sûr qu'on arrive au sommet. Et surtout, en montagne, il y a des dangers qu'on peut maîtriser et d'autres qu'on peut juste ressentir et d'autres qu'on ne voit vraiment pas. Et ça, il faut faire très très attention. On en a profité pour faire passer des messages, notamment de bonnes pratiques de la montagne, avec l'équipement nécessaire, l'encadrement nécessaire, le niveau physique nécessaire. Donc je pense que c'est jamais perdu et on aura de cesse que de répéter ces conseils parce que c'est une population très importante qui est en Haute-Savoie et tant qu'on peut leur distiller le message, faisons-le, y compris d'ailleurs pour nos gendarmes, parce que nos gendarmes sont en montagne. Il n'y a pas que le PGHM, il y a aussi les groupes montagne gendarmerie, puis tous les gendarmes qui font de la montagne à titre perso, à titre privé. Et il est bon de diffuser le message de prévention, d'intelligence de la montagne. Le gendarme de PGHM, c'est celui qui a mis sa passion de la montagne au service des autres. La première chose, c'est de vouloir servir. Donc ça, tout gendarme a ça au fond de lui. Hein, c'est sur ça que repose sa vocation. Et l'alpinisme est aussi le deuxième pilier, on va dire. Pour être en PGHM, il faut avoir le package classique de la gendarmerie, l'école de gendarmerie et ensuite des qualifications multiples, APJ, OPJ, officier de police judiciaire. Ensuite, on devient haute montagne quand on a choisi de passer les stages. On a 2 moutures pour y arriver, soit on est déjà guide de haute montagne ou des équivalents dans le civil et après on décide de venir en gendarmerie pour servir le secours en montagne. Où la plupart des gens du PGHM sont originaires de la montagne, viennent en gendarmerie et veulent continuer à essayer de se former en interne pour arriver au PGHM. Déployer la pompe. 2013, tout récent, tout beau. Je suis un ancien gendarme, plus précisément un ancien gendarme du peloton de gendarmerie de haute montagne de la Haute-Savoie. Actuellement, je suis guide et moniteur de ski et j'exerce occasionnellement. Ce métier de secouriste, il se fait naturellement. Il faut une certaine sensibilité. Si on n'a pas cette sensibilité justement qui paraît contradictoire, on ne fait pas ce métier. On fait pas ce métier. On est au service des gens. On est là pour les conseiller, pour les aider et puis quelquefois malheureusement pour les secourir. Je suis chef d'escadron de réserve au groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie depuis 2 ans. Et je suis amené à exercer des fonctions un petit peu diverses dans la gendarmerie. Professionnellement parlant, je suis chef de cabinet à la direction départementale des finances publiques. Donc c'est une fonction, j'allais dire, d'équipe de commandement en soutien du directeur pour gérer toutes les relations avec nos partenaires, nos usagers, dans le cadre de fonctionnement global de la direction.
Dans le quotidien du gendarme, bah, c'est l'accueil du public pour les différents problèmes que les gens peuvent rencontrer. On fait des enquêtes judiciaires, on intervient sur les accidents de la route, on fait de la prévention telle de la police route. Voilà, on peut être amené à avoir un travail très diversifié tous les jours. La gendarmerie a aussi quand même pas mal de spécialités, hein, comme les plongeurs, le PGHM bien évidemment, les motards. Ce qui est agréable dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas que le métier de gendarme départemental, il y a toute une structure autour, les mobiles, voilà, il y a beaucoup de métiers, beaucoup de facettes. Je suis originaire donc de Burdignin, je suis agriculteur, éleveur laitier en Vallée Verte. J'ai une vingtaine de vaches laitières et puis donc je produis du lait, donc j'ai un fromager qui va ramasser mon lait tous les soirs là, pour transformer en reblochon pendant la journée, en atelier. La gendarmerie, c'est vrai que ça m'a toujours un peu attiré, l'uniforme, les valeurs de la gendarmerie, ce que ça représente, ses missions de sécurité publique, de prévention. Pour moi, c'est ce qui m'a amené à faire de la réserve opérationnelle. La particularité de la Haute-Savoie, c'est d'avoir un massif de Chamonix très fort, implanté, avec une population très importante en montagne, avec des difficultés techniques, une hauteur, avec des glaciers. Et ensuite d'avoir le reste du département qui est très montagneux, qui n'est pas classé haute montagne parce qu'il n'y a plus de glaciers et ce n'est pas des crevasses, mais le danger est tout autre. Donc du coup, on a séparé ce massif en deux parties avec le PGHM de Chamonix qui travaille exclusivement sur le massif et le PGHM d'Annecy qui travaille exclusivement sur le reste, on va dire. Il faut être prêt à secourir jusqu'au bout. On est prêt à aller jusqu'au bout, Hervé, c'est sûr, c'est certain, mais bon, c'est quand même assez réfléchi. Hein. On ne s'engage pas comme ça à la légère sur une intervention. Tant qu'on n'a pas connu le regard des gens qu'on va chercher en secours, tant qu'on n'a pas connu le secours qui déclenche tout et qui fait que si on n'avait pas été là avec le médecin et toute l'équipe, hein, le pilote, le mécano et tout l'équipage, et que si on n'avait pas fait notre boulot correctement, la personne serait peut-être passée de l'autre côté. Juste ce regard-là nous donne envie d'y aller et de se donner à 200% et peut-être d'accepter de franchir ses limites. Un réserviste, c'est une personne civile qui s'engage en gendarmerie pour faire des missions ponctuelles. Donc bon, elles sont variées, quoi. On peut faire du renfort brigade pour le manque d'effectifs, on peut faire du renfort pour les grandes manifestations style Tour de France, rallye, un peu tous ces renforts, quoi. Alors, on a un peu moins de 1000 gendarmes d'actifs, 970, et on a 270 réservistes, dont 150 sont très actifs, parce que certains font plus de jours de réserve que d'autres, et notre vivier très actif concerne environ 150 réservistes. C'est un investissement personnel et collectif. Personnel puisqu'on donne de son temps, et il m'est souvenir d'une expression qui disait « la réserve, une vie doublement active ». C'est un petit peu ça. C'est-à-dire c'est un emploi au quotidien avec ses valeurs, et puis c'est un emploi dans la gendarmerie avec là aussi des valeurs différentes mais qui quelque part se rejoignent. Pour mon cas particulier, c'est le service à l'usager, le service à nos partenaires, et puis un engagement personnel à répondre à des exigences de mission. On a la même tenue, on a le même comportement, non, rien ne nous différencie d'un gendarme. On vient chercher la cohésion, on vient chercher aussi la rigueur dans le quotidien de l'action, et puis on vient chercher un engagement individuel, à servir aussi des idéaux et à servir une certaine forme de justice. Les réservistes, il y en a partout, il y en a dans le nord, dans le nord Pas-de-Calais, en PACA, dans le sud-ouest, en Bretagne, il y en a partout des réservistes. Donc c'est là pour servir l'intégralité de la gendarmerie à tous les points de vue, dans tous les services. Je compte sur eux parce que ce sont des gens motivés, formés, alors pour certains très bien formés, il y a quelques anciens d'actifs et puis quelques réservistes purs qui font de gros efforts de formation. Donc je compte sur eux pour nous renforcer parce qu'on en a besoin, hein, dans ce département très intense et très riche. Et puis je compte sur eux aussi pour être un lien entre la gendarmerie d'actifs et puis la population locale, parce que les réservistes, ce sont des locaux. Donc ça renforce encore plus notre lien avec la population locale. On a des ambassadeurs excellents avec les réservistes partout en Haute-Savoie. Il y a une complémentarité entre le militaire d'actif et le réserviste. Le réserviste, c'est quelque part un pont entre une activité civile,
quelle qu'elle soit, et le militaire qui vit dans un environnement qu'on connaît, un environnement de militaire, avec ses exigences, et notamment la première d'entre elles, qui est l'exigence de tenue, puisque les militaires de la gendarmerie travaillent tous en tenue. Et bien là, aujourd'hui, on était ensemble, avec des visions probablement différentes d'un certain nombre d'événements, de choses, une approche différente de l'exercice, mais à l'arrivée, on s'est tous retrouvés sur un projet commun, et on a réussi à fusionner nos envies. On a effectué un certain nombre d'entraînements, donc toujours encadrés par des kits du PGHM. Ces 6 mois que nous avons passés ensemble à nous entraîner, vous avez connu vos limites, on vous a poussé à fond dans vos retranchements, vous avez progressé techniquement, physiquement également, vous avez pris conscience de certaines choses, de votre physique, de votre technique, de votre morale. Beaucoup d'entraînements personnels et aussi en groupe. Sur l'entraînement, très bien, on est parti avec des gens qui ne connaissaient pas forcément la haute altitude. Enfin, pas la très très haute, mais au moins la haute altitude pour l'Europe, au-dessus de 4000 mètres. Des gens qui n'avaient pas forcément chaussé beaucoup les skis de randonnée, des gens qui n'avaient pas forcément une grosse caisse physique, mais qui étaient toujours volontaires, qui acceptaient, qui ont suivi nos conseils. Et il s'est créé quelque chose en plus d'accepter d'aller en montagne, et ils étaient très contents de venir avec nous. Donc là, on apprenait des choses en plus, la technique de la montagne, j'ai envie d'appeler ça, ce qui est dangereux, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Les limites droite et gauche en fin de compte, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que la montagne c'est facile, il suffit juste d'emmener une paire de chaussures et puis un petit sac à dos, c'est parti. Peut-être dans les basses montagnes, là on parle de haute montagne, c'est un domaine particulier, donc ça demande des règles particulières. On a essayé de les autonomiser pour qu'ils comprennent que la montagne, il faut aussi que ce soit eux qui puissent la voir. Et quand ils passent à côté d'un caillou et qu'eux-mêmes mettent la corde derrière sans qu'on leur dise, nous devant on a toujours un petit regard derrière, même si ça ne se voit pas, et on sourit parce qu'on dit voilà, ça c'est rentré. On pense déjà à qu'est-ce qui pourra arriver malheureusement si à ce moment-là il arrivait quelque chose. C'est une chute, c'est comment l'enrayer, mettre ma corde tout simplement derrière un béquet, et déjà toute cette analyse-là elle est déjà bien entrée. J'ai une grosse baisse de morale, pas de motivation, mais d'inquiétude. À la limite, ça serait plus de ça que je pourrais, à quoi je pourrais comparer. Parce qu'il y a eu pas mal d'événements pendant l'année de préparation, pas mal de décès, que ce soit du côté civil, mais aussi du côté gendarme, des collègues. Et je vous avoue qu'avec ma collègue Emmeline, on s'appelait souvent, maintenant on se connaît très bien du coup, et on parlait toujours un petit peu de la même chose. On se dit bon sang, est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on n'arrête pas le projet? Moi j'y ai pensé, franchement ça m'est passé plusieurs fois par la tête. Est-ce qu'on n'arrête pas le projet? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que ça vaut le coup encore? Et on s'est motivés tous les deux, aussi beaucoup par l'intermédiaire d'Eric, qui nous a beaucoup aussi appelé, beaucoup remonter le moral. Et on s'est dit non, on ne peut pas abandonner un projet comme ça, sur lequel on est une équipe. On a tous prévu de partir d'un point et d'aller à un autre point, d'aller jusqu'au bout. Donc on s'est dit on ne peut pas abandonner. Donc on a décidé à plusieurs fois de remettre à nouveau les couverts, et on a été jusqu'au bout. Ouais. On a fait des ascensions style arête des Cosmiques, donc à l'Aiguille du Midi. On a fait des courses de randonnée en direction des glaciers du Géant. On a fait des journées cohésion ski dans les stations de la Clusaz et puis de Châtel. Après, c'était des journées donc, de cohésion, de connaissance du groupe. Les guides voulaient nous connaître, voir un petit peu de quoi on était capable. On est restés ensemble, on a réussi à se soutenir, à s'aider, et surtout on a vu nos progrès entre le premier jour et le dernier jour sur le dôme sommital du Mont Blanc. On a réussi notre projet humain et collectif. Nous avons mis notre savoir à votre service, et moi c'est un enseignement. C'est un enseignement au sens propre du terme. Moi j'aime bien la formation, j'aime bien faire passer le message. Je vous ai fait passer mon amour de la montagne avec des conseils. On est sorti sur le terrain, j'ai joué avec vous. Eric aussi, hein, il a joué avec vous, on vous a poussé dans vos retranchements. Et ça on aime bien parce qu'on fait passer un message, le message de cet attrait de la montagne. C'est magique, c'est magique. Par rapport à soi-même, on apprend à se remettre en question, on apprend à s'entraîner, on apprend à faire attention à un certain nombre de situations qu'on ne regardait pas forcément. On apprend surtout à faire un petit peu le don de soi. Il y a une forme d'abnégation dans l'exigence de la montée, de la souffrance que le froid, par exemple, nous a procuré le jour où on a fait le Mont Blanc. Au niveau collectif, apprendre à se connaître, apprendre à connaître nos guides, apprendre à écouter,
apprendre à avoir des réflexes sécuritaires pour l'essentiel, apprendre à s'engager et apprendre à engager les autres. C'est véritablement moi ce que j'en ai retenu. Et tout ça n'est pas si simple que ça. Heureusement, il y avait de l'amitié à la fin chez certains d'entre nous et c'était un projet magnifique à réaliser. La première journée, super bien. On part tard, on prend la benne, on monte, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, il y a un tout petit peu de nuages qui accroche l'aiguille du midi. On descend, il y a une bonne ambiance, tout le monde rigole, tout le monde est confiant, c'est super. Arrivé au refuge des Cosmiques, on prend toutes les photos. Là, le brin de lucidité qui nous fait dire que vaut mieux prendre les photos là parce que demain, ils annoncent un peu de vent et ça sera peut-être délicat de réunir tout le monde. Et il y a le stress d'attaquer notre grand projet et sans parler aussi de l'attaquer, mais de se dire est-ce que je vais y arriver en fin de compte. Moi j'ai été beaucoup stressé, donc pas pendant l'arrivée au refuge des Cosmiques, mais arrivé au refuge des Cosmiques, j'ai commencé à me mettre la pression tout seul, à me dire oula ça y est on y est demain. J'ai même pris un mal de crâne, je pense que ce n'était pas que grâce à l'altitude ou à cause de l'altitude, mais j'ai commencé un petit peu à stresser et à me dire oula attention demain il ne faut pas que je me rate. Donc gros stress. Tout se passe bien, détente. Bon, on se retrouve au refuge, on découvre un petit peu la haute montagne. Moi personnellement, j'ai un petit coup de moins bien, je ne sais pas si c'est une hypoglycémie ou quoi, mais très vite géré par l'équipe parce que les gens ils me voient que je commence à changer un peu de couleur et du coup ça réagit très vite autour de moi. Quelques sucres, un peu d'eau et puis c'est reparti. Après donc on passe une nuit au refuge, donc là pour ma part je dors très bien, une super nuit. Le matin réveil 1 heure. On est descendu, on a déjeuné, petit déjeuner. Et après, on a mis les frontales, on a senti les yeux un peu piqués, mais il fallait y aller. C'est bon ? On est d'accord là ? Allez, mais C'est parti. Là, les conditions sont claires, on voit le Mont Blanc, il ne fait pas trop froid, on s'équipe à 2 h du matin donc en avant. Et puis là, on découvre toute cette belle ascension en nocturne, quoi. On part à la frontale, on attaque l'ascension du Taku. Et arrivé sur l'épaule, on s'aperçoit que le vent est déjà relativement fort. Et là, c'est déjà une première problématique. Ça peut poser des questions. C'est la différence entre un professionnel et un amateur. L'amateur lorgne sur le sommet, sur la réussite du sommet. Le professionnel se pose la question de « et si ça empire, qu'est-ce qui va se passer ?» Et tout au long de l'ascension, jusqu'à ce qu'on arrive au Mont Maudit et l'épaule du Mont Maudit où il faut redescendre un peu, là, on a vu que ça s'est accéléré, on a vu des conditions devenir un petit peu plus difficiles avec des températures ressenties aux alentours de -40 avec quasiment 50 km/h de vent. Pour un mois de juin, c'est quand même pas terrible.
Je pense qu'on apprend à être humble par rapport à la montagne. On croit toujours que c'est très facile et on se rend compte que c'est plein de difficultés. On puise dans les réserves et puis on sent que ça se durcit un petit peu, mais bon, on a toujours cet objectif commun et puis c'est vrai que l'équipe est là, l'équipe est motivée et donc on a envie d'y aller, quoi. Donc on continue, le Mont Maudit, on passe le plateau. Là, ça a été une grosse calvaire parce qu'on était vraiment en terrain découvert et là, ça a été vraiment très dur. J'ai vu le Mont Blanc, je me suis dit bon ça y est, on y est, c'est bon, il n'y a plus que le Mont Blanc, on a fait le plus dur. Mais non, on n'a pas fait le plus dur parce que du coup physiquement on nous joue des tours et j'ai commencé à sentir les premiers signes du MAM. Ouais. Petite interrogation au sein du groupe, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai ressenti d'abord un flou au niveau des yeux, je ne voyais plus rien, c'était vraiment flou et puis j'ai commencé à tituber, à être pas bien, envie de vomir, pas de maux de tête, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément pensé tout de suite au MAM. Mais voilà, par contre arrivé au pied du Mont Blanc, oui, je commençais à avoir mal à la tête, envie de vomir de plus en plus et comme si j'allais m'effondrer, tomber dans les pommes. Le MAM, ça arrive à tout le monde, le mal aigu des montagnes. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez taper ça sur internet. Le mal aigu des montagnes, c'est quelqu'un qui prend de l'altitude et son corps, au début, il s'accommode et après il veut s'acclimater. Et la phase des deux, entre le moment de quelqu'un qui arrive en haute altitude, qui respire vite, et le moment où le corps se dit « il faut que je réfléchisse, parce que là je suis en train de bouffer de l'énergie, je vais augmenter mes globules rouges, mes globules blancs, et puis du coup je vais pouvoir tranquillement redescendre le rythme cardiaque », ça met quelques heures, et il y en a qui n'arrivent pas à passer ce cap, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont montés trop vite, parce que ça touche tout le monde, parce qu'ils ont autre chose dans la tête, parce qu'ils sont crispés, il y a plein de facteurs. Et là, malheureusement, ça a touché une personne de chez nous et ça touche beaucoup de monde au sommet du Mont Blanc. Et si on ne descend pas les gens et qu'on les laisse à cette altitude, au bout d'un moment, ça devient plus grave. On arrive sur un œdème pulmonaire ou cérébral de haute altitude. Et là, c'est dramatique, on peut perdre des gens, même sur le massif de Chamonix. Il prend une décision que je n'accepte pas sur le moment. Parce que je ne pensais pas réagir de la sorte parce que j'avais toujours dit c'est d'abord la prudence et je ne mettrai jamais ma vie en danger pour une telle ascension. Mais en fait, quand on y est, on s'aperçoit qu'on veut y aller, on veut finir avec les autres parce que surtout quand on voit partir toutes les autres cordées attaquer déjà le Mont Blanc, on se dit bon non, on va prendre sur soi, ça va s'arranger, on prend un médicament et puis c'est bon. Et non, le guide a su justement faire demi-tour et là, au jour d'aujourd'hui, je ne le remercierai jamais assez. Le fait qu'Emeline quitte le projet prématurément comme ça, c'était plus... il manquait quelque chose, ça allait plus. Donc on est redescendu par là où on était monté. Une des raisons également pourquoi je ne voulais pas refaire demi-tour et au moins finir pour au moins passer de l'autre côté étant donné la difficulté déjà pour monter. Bon, quand bien même, de toute façon, on n'avait pas bien le choix, il y avait du vent, l'hélicoptère ne pouvait pas venir jusqu'au Maudit à cause du vent. Donc on a fait demi-tour, j'ai péniblement rejoint l'épaule du Tacu et à l'épaule du Tacu, j'étais vraiment épuisée et j'en pouvais plus. C'était vraiment des maux de tête et vomissements qui s'amplifiaient et du coup l'hélicoptère a pu venir me chercher, évacuation par hélicoptère et retour à la DZ. À partir du Maudit, le groupe s'est un peu dissocié dans la mesure où on était par cordée naturellement et que moi j'avais la chance d'être en cordée avec un seul guide, donc plus grande agilité, à 2 on va plus vite qu'à 3. Et puis le froid faisant, le vent faisant, je crois qu'il était plus possible de s'arrêter. Donc nous on est parti plus vite et on s'est aperçu au bout de quelques temps que le groupe avait pris du retard. Et on s'est dit qu'il y avait sans doute eu un souci. On part pour l'ascension, on continue notre ascension, quoi. Bon, après, on pense forcément à Emeline, quoi. On se dit, mince, quoi, elle a été jusque-là. Bon, après, un mal aigu des montagnes, il ne faut pas le prendre à la légère, quoi. Quand ça commence à aller pas bien, il faut penser qu'il y a la redescente. Donc, il ne faut pas négliger ce fait-là. Alors, je pense qu'on ne peut pas être que concentré sur soi-même dans ces moments-là. C'est vrai que le départ d'Emeline, ça nous a fait du mal parce que le projet il était collectif, on montait ensemble et la solidarité était véritablement là. Après, les enjeux, l'investissement qu'on y avait mis faisait qu'on l'avait mise en sécurité, il n'y avait finalement plus de problème à régler et on pouvait continuer l'aventure. Elle est redescendue, moi j'ai changé de cordée
Et je vous avoue que quand elle est partie, alors outre le fait que je la voyais partir, physiquement, moi j'étais vraiment au bout. J'étais vraiment au bout et je me suis dit, est-ce que, en fin de compte, je vais pas me servir un petit peu de cette excuse-là aussi pour redescendre avec elle. Et je me suis accroché parce que j'ai levé les yeux, j'ai vu le sommet et je me suis dit non, je vais y arriver d'une manière ou d'une autre. Et j'avais promis à mes enfants, parce que ce qu'il fallait savoir, c'est qu'on nous demande toujours de nous alléger avec un sac, avec un sac au maximum, le plus léger possible. Et là, j'avais emmené en fin de compte les doudous de mes enfants dedans. Et je leur ai dit comme ça, vous voyez, je vous prends vos deux doudous et je les emmène au sommet et je prends une photo avec eux là-haut. Donc j'ai repensé à ça, je me suis dit non, j'ai pris les doudous de mes enfants, je vais les emmener là-haut et je vais prendre une photo avec eux là-haut. C'était tout bête quoi, mais je voulais absolument que mes enfants puissent dire comme ça, papa il a été tout en haut de la montagne, ça m'aurait fait plaisir. Donc là, on voit le sommet du Mont Blanc, on passe le mur des Bosses, on passe les Rochers Rouges, et puis là, on arrive en dessous du dôme sommital, quoi, hein, on est à 4650 mètres. Et là, grosse interrogation, le vent s'est drôlement forci, il faut penser au retour, quand même, il y a plus de 6 heures de retour, hein, on est parti depuis le matin, il est bientôt 8 heures du matin, donc là, grosse interrogation, et là, décision des guides, on arrête quoi. Pascal qui nous fait le signe de croix en disant là c'est fini. Quand je le vois faire le signe de croix, je me dis ouf, parce que franchement j'étais vraiment au bout. Moi. Physiquement j'étais vraiment au bout. Et donc sage décision parce que c'est vrai que on est fatigué, il fait très froid. Moi personnellement ça commence à faire froid. Physiquement je pense que je pourrais aller au sommet, mais c'est qu'il y a toute la partie retour et puis le mauvais temps qui arrive quoi. Ce que les guides ont anticipé, et nous on n'en a pas forcément conscience, et qu'ils ont vu un peu comme ça bourgeonnait, et le temps change très vite quoi. La dépression qui devait arriver un peu plus tard dans l'après-midi, elle arrive beaucoup plus tôt que prévu, parce qu'elle la ressent comme ça, et passer de l'autre côté à autant de personnes, beaucoup plus tard que prévu, avec ce qu'ils annoncent derrière, ça peut vite être synonyme de, pas de catastrophe, mais de mise en danger des personnes qu'on a sous notre charge. Et là, il faut qu'on prenne une décision. Et sur cette histoire, on a évacué une personne pour un MAM, juste après le Mont Maudit, et on a bien fait. Et après, tous les autres font demi-tour à 4650 mètres. Et il y a une cordée de deux, le colonel François et Patrice Ribes, capitaine du PGHM de Chamonix, qui eux réussissent à basculer. Et de par leur histoire, on verra aussi que c'était une sinécure d'arriver jusqu'au refuge du Goûter. C'était relativement complexe. Et la preuve, c'est que Patrice Ribes est ressorti pour faire des secours derrière. Donc de l'autre côté, c'était pas si simple. Et avec un groupe aussi nombreux, ça aurait été beaucoup plus long. Et je pense qu'on aurait mis tout le monde un peu dans la panade. Et on avait vraiment des conditions météo exécrables au niveau du vent, entre moins 30 et moins 40 en ressenti. Certes, j'oublierai jamais les images qui sont gravées dans ma mémoire jusqu'à jamais, mais voilà, mon sommet à moi il est à 4004, je ne regrette pas du tout d'avoir fait demi-tour, au contraire je suis bien contente d'avoir fait demi-tour et belle expérience. Il n'y a aucune amertume. Le premier mot que j'ai eu pour notre guide lorsqu'il nous a dit on fait demi-tour, le discernement n'est plus là, on l'a regardé avec mon binôme et on lui a dit de toute façon nous ne sommes pas des collectionneurs de médailles. Donc on avait réussi notre aventure, on avait réussi notre effort, on avait réussi à monter, on en avait fait la démonstration. Après, c'est vrai qu'arriver au sommet aurait été en soi la cerise sur le gâteau, mais le plus dur avait été fait. Non, moi c'est loin, très loin d'être un échec. Non, au contraire, moi j'ai eu ce que je voulais. C'est pas un échec, même si on fait demi-tour 200 mètres sous le sommet, au contraire, il faut savoir faire demi-tour et revenir plus tard et on se sent grandi après en avoir bavé. En avoir chié, comme on dit, on se sort grandi de la chose. C'est pas un échec. On est à 4650, on ne peut pas aller plus haut, il y a le retour, le temps se dégrade trop vite et que tout le monde dit oui, on fait demi-tour. Alors oui, pour moi c'est une réussite parce que le groupe était soudé dans ce moment-là et on a dit à l'unanimité, voilà quoi, stop, on fait demi-tour et on rentre quoi. Pour être bon, pour être fort, il faut être uni et cette cohésion, elle se travaille. Et symboliquement, le Mont Blanc avec la réserve, c'est un super beau projet.